Salut tout le monde, ici Abdelmalik, la chaîne Série Science. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter un nouveau devoir, cette fois-ci en physique. Premier devoir de physique pour les élèves en classe de terminale S2. Euh, Devoir, je pense, de l'année 2013 au lycée Seydina Limamou Laye. C'était le premier devoir. Voilà, voici l'énoncé que, bon, forcément, je vais pas prendre la peine de faire la lecture parce que ça va me prendre un temps fou quand même. Les énoncés en terminale, c'est pas la même chose que les énoncés en classe de première ou de seconde. C'est des énoncés assez longs, ok? Donc, moi, ce que je vous propose tout d'abord, bon, je vais tout d'abord agrandir le schéma. Bon, j'avais déjà fait un post voilà, sur lequel je vous présentais la partie de l'évaluation. Donc, vous pouvez screener ça. OK. Vous screenez, vous prenez la peine de faire l'exercice. OK. Après, vous venez vous confronter avec ce que moi j'ai fait. C'est bon? Voilà, c'est ce qu'il faudra faire en premier lieu. Maintenant, la première question qu'on nous demande ici est qu'appelle-t-on plutôt trouver la formule brute de ce composé. Donc déjà, nous avons un hydrocarbure. Je suis allé directement à la deuxième, premièrement. Donc, le premier, c'était ça. Donc, trouver la formule but de ce composé. Vous avez une masse molaire de 70 ici grammes par mol. OK. Et on vous dit que le carbone, en fait, correspond à 85,7%. Bon, pour faire simple ici, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'un hydrocarbure, c'est de la forme CXHY. Voyez bien. Donc, on va dire ici 12x sur pourcentage de C va correspondre à M sur 100. Voilà ce qu'il faudra faire. Donc, on aura 12x fois 100, ou plutôt on pourra dire que x est égal à pourcentage de C fois M sur 12, ok, fois 100. En fait, c'est 12x fois 100, après x qui part de l'autre côté, c'est 12 fois 100. Bon, le reste, c'est facile. On aura du coup 425,7 fois 70 sur 1200. On aura x est égal. 425 fois 7 fois 70, c'est 5999. Si je ne me trompe pas, sur 1200. Donc x est égal à 5999, ce qui est presque égal à 6000. On pourra dire que x est à peu près égal à 5. Donc on a déjà trouvé la valeur de x, donc x est égal à 5. Maintenant, pour trouver y, c'est assez facile. On aura la masse molaire de C5HY est égal à 70. C'est tout simplement cela. C'est ça qu'il faut juste poser. Hein. Il n'y a rien de difficile. On va nous donner 12 fois 5, donc 12 fois 5, plus y, c'est 1, donc 1 fois y, plus y est égal à 70. Et on aura 60 plus y est égal à 70. Et y est égal à 70 moins 60. Ce qui fait y est égal à 10. Par conséquent, on pourra dire ici que la formule brute, bon, je vais écrire avec la couleur noire, c'est plus présentable, c'est mieux, voilà. Couleur jaune, ce sera pour les schémas, quelque chose comme ça. Donc, on va C5H10. Voilà, c'est ça la formule brute qu'on nous demandait. En deuxième lieu, on nous demande de déterminer les formules. Bon, premièrement, petit 2, ok, premièrement, petit 2. Les formules semi-développées possibles de A avec une formule brute de C5H10. Bon, d'habitude, on va croire que c'est un alcène ou un cycloalcane, parce que les cycloalcanes aussi sont de formule générale brute, CnH2n. Et là, on a précisé qu'ils ne comportent pas de cycle. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas un cycloalcane, mais plutôt un alcène. Ce qui veut dire qu'il y a forcément à ce niveau une double liaison entre deux atomes de carbone. Donc, on commence tout d'abord par une chaîne linéaire complète sans ramification avec 5 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire au début. Et après, vous allez évoluer en ajoutant des ramifications, en changeant les positions des ramifications, etc. etc. Là, il n'y aura pas de ramification parce que la chaîne carbonique est complète déjà. Donc, on va tout d'abord poser une double liaison entre ce carbone qui est à la périphérie, ok, et ce carbone-ci. Donc, quand il y a double liaison quelque part, les atomes de carbone impliqués dans la double liaison perdent chacun un atome d'hydrogène. Vous voyez bien, parce que lui, il est normalement au centre, il devait porter 2, il porte finalement 1. Lui, il est à la périphérie, il devrait porter 3, mais il porte finalement 2. Ça, c'est assez simple, hein? C'est des notions apprises
en première. Si vous avez des difficultés, vous pouvez revenir sur le chapitre que j'avais donné à cette occasion sur les alcènes, qui se trouve bien sûr dans ma chaîne. Après, vous avez voilà, la position qu'on peut avoir ici. On peut la positionner ici. On peut positionner ici. OK? Ici ou ici. Donc, on aura CH3, CH2, nommé C, C et CH3. Lui, il n'est plus impliqué dans la double liaison. Donc, voilà. Lui, il sera impliqué et lui également, ils perdront chacun un atome d'hydrogène. Au lieu d'avoir CH2, ils auront CH tous les deux et la double liaison ici. Maintenant, vous avez le premier que je vais nommer petit a. Donc, petit a, je pense qu'en même temps, on a demandé, voilà, d'en déduire. Bon, on n'a pas demandé de donner les noms quand même. On a juste demandé d'en déduire. Donc, les noms, pour le moment, ce n'est pas important. Je peux les nommer petit a, petit b, si on veut. Pour après, si on a besoin de les identifier, revenir et dire petit b, voilà, petit c, etc., etc. Donc, vous avez ici la double liaison ici. Et maintenant, elle évolue. On l'a amenée ici. Vous allez me dire que oui, après, on peut l'amener ici. Mais en fait, si on l'amène ici, c'est la même chose que si on l'avait ici. Parce qu'en fait, tout dépend de la partie de comment on va lire la double liaison. Et la double liaison sera toujours portée par l'indice du carbone le plus petit possible. Donc, si on décidait de la placer ici, par exemple, dans ce cas de figure, ce sera entre le deuxième et le troisième atome si on lit dans ce sens. Si on décide de le placer ici, ce sera entre le deuxième et le troisième si on lit dans ce sens. Et pareillement, si on décide de le mettre ici, c'est un peu comme si on le mettait ici, parce que dans ce cas-là, on va dire c'est entre le premier et le deuxième dans ce sens, ou entre le premier et le deuxième dans ce sens. C'est clair maintenant? Donc, vous avez juste que ces deux possibilités. OK? Parce que si vous voulez, on peut poser ici, mais c'est la même chose que faire ça. Bon, je vais faire la topo de manière très simple. Vous avez CH ici, double liaison, CH, CH2, parce qu'il y aura forcément des élèves jusqu'ici qui n'avaient pas compris cela. Donc, si vraiment vous avez des difficultés, revenez sur mon chapitre sur les alcènes qui explique également comment comprendre en fait les ramifications, la nomenclature, tout ça, parce que vous en aurez besoin pour la classe de terminale. Donc, voyez bien. Donc, si je pose ici, c'est la même chose que ça. Regardez bien. Il suffit juste de retourner ça, vous aurez la même chose. Ou bien il suffit juste de retourner ça, vous aurez la même chose que ceci. Si on retourne également cette expression, on aura la même chose que ceci. On aurait ça en fait. Si on posait ici, par exemple, ok, vous aurez la même chose. Vous aurez quelque chose comme ça, ok. Vous voyez bien. En fait, cette expression et cette expression sont pareilles. Il suffit juste de retourner. C'est la même chose. Cette expression et cette expression sont pareilles. Il suffit juste de retourner. Vous aurez la même chose. Donc, vous n'avez juste qu'à vous limiter aux deux là. Donc, il faut savoir reconnaître ces cas de figure. Pour cela, il faut travailler sur la nomenclature des alcanes, des alcènes, des alcynes. Il est toujours temps de le faire. OK, vous êtes des élèves en classe terminale. C'est une notion qu'il faut nécessairement maîtriser. Même si ce n'est pas une chose qui va venir souvent, mais on n'est jamais à l'abri quand même parce que tout ce que vous allez apprendre en terminale, ce n'est pas uniquement ce que vous allez juste apprendre en terminale, mais il y aura des notions qui reviennent, ok? Des notions que vous avez apprises en seconde, en première, même en mathématiques, il y a un devoir que j'ai traité récemment, ok? C'est des notions, il y a des notions qui sont apprises en seconde, qui sont revenues dans cette partie-là. Donc, il est important de savoir s'y prendre, ok? Donc, on avance. Ok, maintenant que j'ai en fait la chaîne carbonée à 5 carbones, je peux évoluer. J'ai fini avec celle à 5 carbones, je peux évoluer en enlevant un atome et en posant comme ramification. Donc la ramification, elle va toujours être posée soit sur ce carbone ou soit sur celui-ci parce qu'ils sont au centre. Donc si je décide de la poser ici, je mets ici CH3, ok? Et qu'en plus de ça, je mets en fait une double liaison entre cet atome de carbone et celle-ci. Bien sûr, lui, quand il est ramifié, il ne peut plus porter d'hydrogène parce qu'il aura déjà ces 4 liaisons. Et lui, on aura CH2 ici. Là, on aura CH3. Donc là, c'est la partie la plus complexe parce qu'on peut avoir plusieurs cas de figure possibles. Donc vous avez ce cas de figure-là où vous avez une double liaison entre un carbone externe et un carbone interne. Et voilà. Maintenant, on peut faire évoluer ici la double liaison, la mettre ici. Donc on aura CH3, CH double liaison C, CH3, CH3. Là, je le nomme petit d. OK? Ensuite, vous pouvez, si vous voulez, mettre une double liaison ici. OK? Bon, maintenant, je vais vous expliquer aussi une chose. Si je mettais la ramification ici, ou ici aussi,
c'est pareil, dans un sens tout comme dans un autre. Ce que vous devez comprendre, parce que dans un sens, la ramification peut être dans le sens de la position de la ramification, on peut considérer comme deuxième position si on lit dans ce sens. Et si on le mettait ici, si on lit dans ce sens, elle peut être considérée en deuxième position. Bien vrai que la position de la double liaison, elle est en fait elle est prioritaire, mais vous aurez la même configuration si vous la mettez ici et ici. Okay? Bon, là, comme je vous l'ai dit, c'est des notions que vous devez normalement comprendre depuis la classe de première sur les alcènes. Et bien sûr, si vous avez des difficultés, je vous invite encore à revenir sur le chapitre alcène, alcyne que j'ai mis en lien dans ma vidéo. Bon, dans la vidéo, bien sûr, que je suis en train de faire là actuellement aussi, si vous voulez vraiment vous en sortir. Donc là, vous avez la double liaison ici. Maintenant, on va la faire évoluer ici. On aura CH2, double liaison C, OK, CH, et là je mets C, OK, CH, oui. Comme il est ramifié, il ne porte plus de double liaison, il sera juste ramifié. Il va finalement porter un seul atome d'hydrogène. Et donc, voici ce qu'on a. Vous voyez, maintenant, nous avons toutes les possibilités pour une, ici, ramification, pour une première ramification. Maintenant, la question qui va suivre, c'est que est-ce qu'on peut encore évoluer? Est-ce que réellement, on peut encore évoluer? Bon, pour faire simple, on peut évoluer. On va voir si on peut évoluer. On va poser C, C et C, évoluer en ajoutant une nouvelle ramification. C'est ce que je veux dire par là. OK? Évoluer en ajoutant une nouvelle ramification. Par exemple, ici, je décide de faire une double liaison entre celui-ci et celui-ci. Et donc là, j'ai CH2. Lui, il ne peut porter que 4 liaisons au grand max. OK? Donc, si je décide de mettre ça, est-ce que réellement je peux avoir une double ramification en C? Ce n'est pas possible. Parce qu'en réalité, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est impossible. Donc, tout à l'heure, même sans le faire exprès, j'ai vendu la mèche. J'ai directement donné la réponse. En fait, la ramification, elle ne peut s'arrêter que là. On ne peut pas avoir une double ramification après. Ce n'est pas du tout possible. Pas du tout. Donc, voici toutes les formules semi-développées possibles de A, en commençant par A, B, C, D et E. C'est aussi simple que cela. Petit 2, ok, on réalise l'hydratation de A en présence d'acide sulfurique. Donc A qui est de formule C5H10, on va réaliser son hydratation H2O en présence d'acide sulfurique H2SO4. Et en fait, il entraîne la formation d'un corps B. Bon, l'hydratation en fait d'un alcène en présence d'acide sulfurique donne l'alcool, C5H12O. Voilà. Donc, là aussi, c'est dans le chapitre alcène et alcyne, mais également dans ce chapitre de cette année, si bien sûr votre prof a pris la peine de revenir sur ce petit rappel. Maintenant, sachant que la molécule B est ramifiée et renferme un groupe hydroxyde, écrire toutes les formules semi-développées de B et les nommer. En fait, ici, B est ramifié. On va considérer B ramifié dès lors que A sera ramifié. Donc, C5H10 sera dans ce cas-là ramifié. Donc, dans ce cas-là, à partir des différentes formules semi-développées de A, on peut envisager les différentes formules semi-développées de B, bien sûr en partant du principe qu'on va utiliser ici les formules semi-développées de A qui sont ramifiées. On les rappelle tout juste, c'était C, D et E. Bon, on peut revenir sur les différentes formules semi-développées. A qui est en haut, elle n'apparaît pas ici, mais de toute façon, on n'en a pas besoin. Il s'agit de C, D, E qui sont ramifiés. Et en fait, B, comme il est ramifié, donc il est tributaire de soit de C, soit de D, soit de E. Maintenant, en fait, bon, maintenant arrivé là, on peut déterminer les formules semi-développées en partant du principe qu'elles sont toutes ramifiées. Et comme la double liaison, elle est posée sur cet atome de carbone, on fait ceci, CH3. Et donc, quand on essaie de poser ici une molécule d'eau en coupant une double liaison, on aura ici une seule liaison. Et on va soit déposer le groupement hydroxyde sur cet atome d'hydrogène. Sur cet atome de carbone, on aura CH2OH et CH. Ok, bien sûr, là, c'est pas difficile. Ok, CH3. Ou bien on peut mettre le groupement hydroxyle ici et l'atome d'hydrogène ici, ce qui va me donner CH3, CH2, COH, CH3,
CH3. Ok, on peut encore évoluer par exemple en travaillant ici. En travaillant ici, on aura la même configuration que tout à l'heure. On aura soit un groupement hydroxyle ici, soit un atome d'hydrogène ici, et soit un groupement hydroxyle ici. Maintenant, si on a un groupement hydroxyle ici, ou bien un groupement hydroxyle ici, c'est la même chose que cette configuration-là. Donc finalement, cette configuration va rejoindre celle-ci dans un sens, mais dans un autre sens, on aura CH3, CH en mettant le groupement hydroxyle ici, CHOH, là on aura CH, et là on aura CH3, là on aura CH3. Voilà ce qu'on a pour celui-ci. Et pour finir, on peut éventuellement poser un autre groupement hydroxyle, soit ici. Donc, on a les deux. Les deux qu'on peut obtenir avec celui-ci, c'est celui-ci et celui-ci. Les deux qu'on peut obtenir avec celui-ci, c'est celui-ci et celui-ci. Donc, celui-ci, il est commun aux deux, en fait, pour faire simple. Celui-ci, on peut l'avoir ici et ici. C'est aussi simple que cela. Vous voyez bien. Maintenant, celui-ci aussi, pour celui-ci, on peut avoir celui-ci, c'est-à-dire en mettant un groupement hydroxyle ici et un atome d'hydrogène ici, ou bien en mettant un groupement hydroxyle ici, mais cette fois-ci, un atome d'hydrogène, en fait, ici. Donc, suivez bien, on aura le groupement hydroxyle ici, CH2OH, parce qu'on a déjà ce cas-là qu'on peut avoir avec celui-ci. Donc, le seul cas qui nous reste pour celui-ci, c'est celle-ci. CH2, CH, CH3, CH3. Voilà ce qu'on a finalement. Vous voyez bien, nous avons toutes les formules semi-développées de B possibles. Donc, vous avez quelque chose qui reviendra à les nommer. Bon, celui-ci, je le nomme A', ou plutôt A', oui, parce que j'avais déjà nommé A. Donc, c'est un alcool. Le groupement hydroxyle se trouve à la première position. Ramification, on aura 1, 2, 3, 4. Toujours dans le sens ici de OH, parce que le groupement hydroxyle sera toujours considéré à la position la plus petite. Ici, ce sera la position 1. Si on lit dans l'autre sens, ce sera position 4. Donc, on va préférentiellement choisir cette position. Donc, ce sera le 2-méthyle, ok, le 2-méthyle, ok, butane, 1-ol. Vous voyez bien. Ensuite, on aura celui-ci. Il est ramifié, position 2 ou position, dans le sens, ce sera position 3, dans le sens, c'est position 2. Le groupement hydroxyle, dans le sens, c'est position 2, dans le sens, c'est position 3. Priorité est donnée au groupement hydroxyle, position 2 finalement, parce que ce sera soit à prendre la position 2 ou la position 3, on choisit position 2. Donc B', ce sera ici. Donc comme la ramification aussi sera en position 2, ce sera le 2-méthyle, ok, butane, 2-méthyle, butane, 2-ol. Encore, on continue, on évolue cette fois-ci. Le groupement hydroxyle, il est à la position, à cette position-là. On va compter dans le sens, c'est 1, 2, 3, 4. Dans le sens, c'est 1, 2, 3, 4. Priorité toujours donnée au groupement hydroxyle, donc ce sera position 2 encore une fois, qui sera considérée. Cette fois-ci, dans ce sens, comme c'est position 2 qui est considérée, la ramification, elle est ici en position 3. Donc, on va dire C', ce sera le 3-méthyle butane 2-ol. C'est bon? Et maintenant, on continue avec D', à savoir celui-ci. La position ici, c'est 1, 2, 3, 4. Bien sûr, là, c'est facile à savoir. Position 1 comme étant la plus petite, parce que dans l'autre sens, ce sera position 4 pour le groupement hydroxyle. Donc, la position de la ramification sera position 3. On va dire du coup le 3-méthyle butane 1-ol. Voilà ce qu'on a. Et voici les noms des différentes formules semi-développées qu'on peut obtenir pour B. Maintenant, la suite, ici, après avoir déterminé et nommé les formules semi-développées, en fait, on nous dit, afin de déterminer la formule semi-développée de B exacte, on effectue son oxydation ménagée par une solution de dichromate de potassium en milieu acide. OK. Maintenant, la solution oxydante étant en défaut, on obtient un composé C qui donne un précipité jaune avec le DNPH et un précipité rouge avec la liqueur de Fehling. Qu'appelle-t-on oxydation ménagée en premier lieu? Assez basique. Oxydation douce qui s'effectue
sans rupture de la chaîne carbonée. Oxydation douce qui s'effectue sans rupture de la chaîne carbonée. OK. Avec l'aide des oxydants. Sans rupture de la chaîne carbonée. J'ai oublié, sans rupture de la chaîne carbonée. Avec ici les oxydants tels que le dichromate Cr2O7 ou encore le permanganate MnO4-, etc. Voici la définition qu'il faut donner. C'est une définition basique, tout le monde sait comment s'y faire, donc il n'y a pas de souci. La question qui va suivre, c'est en petit 2, ok, quelle est la classe de B et sa fonction chimique. Bon, en réalité, si B, en fait, après oxydation ménagée, donne un composé, ok, qui par la suite, un composé C, par oxydation ménagée, qui par la suite réagit avec le DNPH, mais également avec le liqueur de Fehling, c'est qu'en réalité, C, si je parle bien de C, C est en fait, est un aldéhyde. Si C est un aldéhyde, ça voudrait dire que B est un alcool primaire. Voilà ce qu'il faut savoir à ce niveau. Donc B est un alcool primaire. Donc première chose, maintenant, on va pouvoir ici identifier les formules semi-développées possibles pour B et C. On revient sur les différentes formules semi-développées qu'on avait déterminées plus tôt. Bon, comme je l'avais dit, les formules semi-développées qui sont ramifiées, en fait, pour lesquelles vous avez en fait les qui correspondent en fait, voilà, pour les alcènes qui vont donner en fait les les alcools primaires. Les voici. Donc c'est C et E. Voilà. Sans plus tarder, on continue. Donc vous avez en grand 2, en utilisant les formules brutes de B et C, écrire les équations bilan de la réaction permettant de passer de B à C. Donc pour cela, on va commencer tout d'abord par les demi-équations entre B et C. Voici la demi-équation entre voilà, B et C. Maintenant, on va continuer avec la demi-équation pour l'ion dichromate et l'ion chrome. Voilà. Bon, arrivé à ce niveau, il faudra compenser en ajoutant 6 électrons ici. Voilà, et donc on a fini. On peut maintenant envisager de mettre en rapport ici, voilà, C5H12 avec CR2O7 et donc tout cela en supprimant les électrons. Et pour supprimer les électrons, on va devoir multiplier la première ligne par 3. Ok, parce que comme ça vous aurez 6 E partout et qui pourront en fait ici se neutraliser, plutôt se simplifier. Donc ce qui fait 3C5H12O. Bon, le reste se passe de commentaires. Ok. Plus, voilà, CR2O7 de moins. Plus 14H+. Ok, pas la peine de dire plus 6 au moins, vu qu'il sera ici neutralisé par l'autre 6 au moins. Ok, nous aurons de l'autre côté 3C5H10O. 2CR3 plus. Ok, plus 7H2O. Ok. Oui, j'avais oublié également, il y a 6H plus, oui. Ok, bon, plus 6H plus. Voilà ce que nous aurons finalement. Aussi, c'est vrai, vous avez 6H plus, là vous avez 14H plus. Bon, ça va se simplifier. Et nous aurons 8H plus de ce côté. Voilà. Donc voici l'équation permettant de passer de, de B à C. Plutôt, ouais, de B à C, si je ne me trompe pas. En grand B, on va partir du synthèse Lester. Il s'agira de déterminer les formules semi-développées de B, C, A,
et de l'acide carboxylique D. Donc, sachant que ici, il y aura un alcool et un acide carboxylique qui vont réagir pour donner forcément l'ester. Donc, déjà, c'est facile à identifier ici. Vous voyez bien la formule. Bon, on va revenir sur la formule de l'ester de manière générale. On va revenir sur l'expression de l'ester en partant du principe que l'acide carboxylique c'est ROH et l'alcool R'OH. Donc ici on aura R' qui vous voyez là, qui correspond à cette expression. R' c'est le radical alkyle de l'alcool. Le radical alkyle de l'alcool, je vais l'écrire ici. Ce sera ici CH2, CH2, ok, tiré ici, CH, CH3, ok, et CH3. Donc, pour avoir l'alcool, on va poser sur le trait là, qui est là, en fait, le groupement hydroxyle. Vous voyez bien, parce qu'en fait, c'est à ce niveau qu'il y a rupture et qu'il va former avec l'acide carboxylique l'ester. Donc, voici l'alcool dont il est question. Et l'alcool dont il est question, si je ne me trompe, c'était le E qui donnait en fait voilà, le 3-méthylbutane en ol. Maintenant, il sera question de déterminer, voilà, ici l'aldéhyde qui va en découdre. En fait, c'est très simple. Vous enlevez deux atomes d'hydrogène au niveau en fait du carbone qui porte le groupement hydroxyle. Donc vous aurez CHO ici, ok, le carbone qui va porter OH. Et donc vous aurez cette expression qui n'est rien d'autre que le 3-méthylbutanal, qui correspond à grand C. Maintenant, pour déterminer l'aldéhyde, on va se référer à ce qu'on avait dit plus tôt. Vous voyez l'alcool qui est là. Et l'aldéhyde qui en fait donne l'alcool, c'est celle de la lettre E. Ok, et bon, elle sera nommée ici. Donc, position de la double liaison, ce sera en position 1 et 2. Bon, dans l'autre sens, ce sera en position 3 et 4. Donc, forcément, on va choisir la position 1, 2. Donc, plutôt, on va choisir 1 comme étant préférentiellement la position de la double liaison. Donc, ici, la position du radical qui ramifie, CH3, ce sera position 3, on va dire le 3-méthylbut en N. Maintenant, on va déterminer en fait D. D, c'est en fait, voilà, qui correspond au radical ici R. Et donc, ce sera forcément, voilà, CH3, C double liaison O. Ok, j'avais oublié de prendre O. Et à ce niveau, on va juste ajouter un atome d'hydrogène. Donc, ce qui fait CH3, C double liaison O. On va agir O et ajouter ici un atome d'hydrogène. Et D, c'est en fait l'acide éthanoïque parce qu'il y a combien d'atomes de carbone? Deux atomes de carbone. Ensuite, on continue. En fait, on va mettre dans un Erlenmeyer 1 mol d'acide D et 1 mol d'alcool, ok, isoamélique, ok. Le mélange est maintenu à température constante, demande d'écrire l'équation bilan et donner ses caractéristiques. Donc vous avez ici l'acide carboxylique et on rappelle ici l'alcool. Ok, donc l'acide carboxylique c'est CH3, double liaison OH plus CH2OH, CH2, CH2OH ici. CH3, bon, je vais l'écrire dans le sens CH3, CH3, CH2, CH2OH. Voilà. Donc, arrivé là, on aura l'ester qu'on a ici. Ok, donc on va écrire ça. CH3, C double liaison O, O, CH2. Parce qu'en réalité, ça va continuer là où il y a l'hydroxyde. L'hydroxyde va partir en compagnie de l'oxygène que va donner en contribution l'acide carboxylique pour donner ici l'eau, H2O. Pour ce qui est des caractéristiques, c'est lente, limitée, réversible et athermique.
5, petit 3, l'expérience donne 424,5 grammes d'ester à l'équilibre. Calculer le rendement de cette réaction, conclure. Donc, nous avons la masse d'ester formée. Mais théoriquement, si en fait elle était totale, cette réaction était totale, nous aurons en fait une certaine masse d'ester qui aurait été formée. Déjà, c'est une chose qu'il faut savoir. Maintenant, on va ici déterminer la masse d'ester théorique qu'on aurait pu avoir si la réaction était totale. OK? Donc déjà, nous avons une mole en fait d'ester qui aurait été formée. Donc à ce niveau, la masse d'ester formée, si en fait on avait obtenu une mole à la fin, comme on l'a dit, ce serait quoi? Ce serait la masse molaire de l'ester fois le nombre de moles, à savoir 1. Donc pour faire simple, la masse de l'ester serait directement ici égale à la masse molaire de l'ester, en grammes bien sûr, hein, parce qu'en fait vous avez fois 1 mol, ce qui revient à avoir fois 1, donc masse ester est égale à masse molaire de l'ester, mais bien sûr, c'est pas en fait les mêmes unités, là c'est en grammes, là c'est en grammes par mol. Donc tout d'abord pour déterminer en fait la masse d'ester, il faut connaître la masse molaire de l'ester, et ici identifier le nombre d'atomes de carbone. On rappelle que en fait la formule générale des esters, c'est CN H2N, OK, O2. Voilà ce qu'il faut. Bon, maintenant arrivé là, on va se proposer de déterminer en fait la formule brute. En déterminant le nombre d'atomes de carbone, on trouve 7 atomes de carbone. Donc on aura formule brute, ce sera C7H2 fois 7, 14 O2. Voici la formule brute de l'acide carboxylique en question. Donc sa masse molaire de C7H14O2 qui me donne 12 fois 7, ok, 7 fois 12 pour le carbone, 1 fois 14 pour l'hydrogène et 16 fois 2 pour l'oxygène. En faisant le calcul, on trouve 130 grammes par mol. Voici la masse molaire de l'acide carboxylique. Maintenant, on va de ce fait pour déterminer en fait le rendement, ok, plutôt la masse de l'ester pour si en fait la réaction était totale. Ok, on aura M ester est égal à 130 grammes, ok, tout simplement, qu'on multiplie par 1, parce qu'en fait, vous avez une mole. Bon, là, c'est assez simple. C'est pour cette raison que je disais que la masse d'ester en valeur est égale à la masse molaire. C'est pas pour dire que c'est la même chose, mais c'est égal à la masse, c'est-à-dire la valeur sera égale à 130 grammes. Voilà. Maintenant, arrivé là, on peut déterminer le rendement en divisant la masse de l'ester formée sur la masse de l'ester théorique. Ce qui fait qu'on multiplie aussi par 100, n'oublions pas. Ok. Et ce qui fait en fait 84,5 divisé par 130. Ok. Rendement est égal à 84,5 divisé par 130, le tout multiplié par 100. Et on parvient à trouver 65%. Nous avons ici à déterminer, à conclure plutôt par rapport à cette situation. Vous avez en fait le rendement qui est supérieur à 60, qui est égal à 65%. Bon, ça, la conclusion qu'on peut donner à ce niveau, c'est qu'il s'agit en fait d'un alcool primaire. Bon, nous avons fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de la partager pour que les autres puissent en bénéficier. Au revoir.